On passe au troisième cours du deuxième chapitre, qui est les sympatholytiques. Je finis من قبل les sympathomimétiques, maintenant les sympatholytiques. Il ne faut pas confondre. Les sympatholytiques sont des médicaments ou bien des substances qui inhibent les effets du système nerveux sympathique. Donc, il va les inhiber, il bloquer en bloquant l'action des neurotransmetteurs tels que la noradrénaline et l'adrénaline sur les récepteurs adrénergiques. Ils sont utilisés pour réduire l'activité sympathique, ce qui peut abaisser la pression artérielle, diminuer la fréquence cardiaque et réduire la constriction des vaisseaux sanguins. Les sympatholytiques incluent des classes comme les bêta-bloquants, les bêta-bloquants, les alpha-bloquants et certains antagonistes centraux comme la clonidine. Donc, les sympatholytiques, ils vont inhiber et يثبطوا l'effet du système nerveux sympathique. كيفاش يثبطوه؟ Ils vont bloquer les neurotransmetteurs اللي هما l'adrénaline ou le noradrénaline. ما يخليوهمش يلصقوا في les récepteurs. Ils vont bloquer les neurotransmetteurs. Ils vont pas les laisser stimuler, mais ما يروحوش يثبتوا على les récepteurs adrénergiques باش يعطيوني l'effet. Non, ils vont les bloquer. ما يخليوهمش يثبتوا. Et du coup, il y aura un blocage ou la inhibition de l'effet du système sympathique. Ils sont souvent utilisés dans le traitement de l'hypertension, de certaines arythmies cardiaques et d'autres conditions liées à l'hyperactivité du système sympathique. نبداو بلي adrénolytiques alpha. Donc, ou plutôt ils ont des effets cardiovasculaires, essentiellement le tonus artériolaire et veineux, sont déterminés en grande partie par les activités des récepteurs alpha du muscle lisse vasculaire. Donc, le premier point, c'est qu'ils ont des effets cardiovasculaires. Deuxièmement, les alpha-bloquants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une diminution de la résistance vasculaire et de la pression artérielle par blocage des effets vasoconstricteurs de l'adrénaline. Donc, ils vont diminuer la résistance vasculaire. Kifesh, ils vont la diminuer en bloquant les effets vasoconstricteurs de l'adrénaline. Troisièmement, la diminution du tonus vasculaire est accompagnée d'hypotension orthostatique parce que l'action est brutale et de la tachycardie réflexe. Les alpha-bloquants sont très utilisés en cas d'adénome de prostate. Les adénomes de prostate parce que déroulent la relaxation des muscles lisses de la prostate et de la vessie. Cela, ça permet une diminution de la tension musculaire et une amélioration du flux urinaire, soulageant ainsi les symptômes urinaires associés à l'adénome de la prostate. نشوفوا la première molécule il y a la phentolamine. Donc, c'est un antagoniste compétitif des récepteurs alpha adrénergiques. Il agit par une vasodilatation par réduction de la résistance vasculaire périphérique, par un effet de blocage du récepteur alpha et par une action non adrénergique sur le muscle vasculaire. Il a une action sur les récepteurs alpha 1 et alpha 2. Donc, là, c'est les deux types de récepteurs alpha. La deuxième molécule, c'est la tolazoline. Elle a des effets semblables à la phentolamine, mais elle présente une biodisponibilité moindre. L'indication taha, donc, une affection entraînant une vasoconstriction, donc ça nécessite une vasodilatation rapide.
Troisièmement, la phénoxybenzamine. Donc, la phénoxybenzamine, c'est un bloqueur irréversible du récepteur alpha. Qui dit irréversible, maintenant c'est vraiment long l'accent. Donc, il a une longue durée d'action, varie entre 14 à 18 heures. Il a une action sélective sur le récepteur alpha 1, moins prononcée que la prozasine. Le phénoxybenzamine, il bloque la vasoconstriction induite par les catécholamines, donc il aura une réduction du tonus sympathique quand celui-ci se trouve élevé. Les effets indésirables sont une hypotension orthostatique, une tachycardie, troubles de l'éjaculation et quelques effets sur le système nerveux central. Donc, où sont les effets sur le système nerveux central? On a une fatigue, les nausées, une somnolence. On sent la manifestation principale parce que ça se passe dans le système nerveux central. Donc ça, concernant la phénoxybenzamine. On passe à la prozasine. C'est un antagoniste des récepteurs alpha. C'est un alpha bloquant sélectif des récepteurs alpha 1 possédant très peu d'affinité pour les récepteurs alpha 2. Donc, la prazosine, elle a une affinité beaucoup plus pour les récepteurs alpha 1. Du coup, elle va agir sur les récepteurs alpha 1. Alpha 2, c'est très peu. La prazosine provoque un relâchement du tonus vasculaire artériel et veineux. Elle est utilisée dans le traitement de l'hypertension artérielle. En pratique courante, ce n'est pas le médicament de choix. On utilise plutôt les bêta-bloquants, sauf si le patient ne répond pas aux bêta-bloquants. C'est-à-dire, en pratique, on utilise les bêta-bloquants. لو كان نشوفوا باللي les bêta-bloquants ما طاناش نتيجة, on va passer au adrénolytique alpha. On passe pour voir la pharmacologie clinique des adrénolytiques alpha. Donc, on a premièrement la phéochromocytome. Donc, la phéochromocytome, c'est une tumeur bénigne de la médullo-surrénale. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque la libération d'adrénaline et de la noradrénaline. Du coup, il y aura une hypertension artérielle, une tachycardie et des troubles du rythme cardiaque. Donc, la phéntolamine, c'est un moyen de diagnostic de la phéochromocytome. Si l'hypertension artérielle disparaît après l'administration de la phénotalamine, le diagnostic du phéochromocytome est positif. Donc, on va administrer la molécule, la phénotalamine. إذا شفنا بلي la pression artérielle تهبط, donc le diagnostic on est positif. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un dosage de l'acide 3,4 hydroxymandélique, qui est un métabolite direct des catécholamines. Au niveau urinaire, pour le diagnostic de cette maladie. Donc, pour diagnostiquer la maladie, on va doser l'acide. L'acide, c'est quoi? C'est un métabolite direct des catécholamines. Donc, un régime est nécessaire avant de faire le dosage des métabolites. Les alpha-bloquants, donc préparation à l'intervention chirurgicale du malade pour éviter les pics hypertensifs lors de la manipulation en opératoire de la tumeur. La durée du traitement, d'une semaine à quelques semaines. Donc, la phénoxybenzamine, la molécule HEVIA, c'est le traitement chronique de patients présentant des phéochromocytomes avec métastase maligne, par exemple. Hypertension artérielle chronique. Donc, dans le cas d'hypertension artérielle chronique, la prazosine
peut être utilisé en cas de traitement de l'hypertension artérielle légère à modérée. L'effet indésirable majeur, où ديرنا une hypotension orthostatique sévère lors de l'administration de la première dose. Donc, dit en cas d'hypertension artérielle chronique. Dans le cas des affections vasculaires périphériques, on a la maladie de Raynaud. La maladie de Raynaud, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une vasoconstriction périphérique réversible, améliorée par un traitement à la phentolamine, ou par la tolazoline, ou bien la phénoxybenzamine. Cependant, un certain nombre de patients répondent mieux aux anticalciques. Donc, les anticalciques sont des vasodilatateurs. Il faut bien noter ça. En cas d'ischémie iatrogène, donc elle est provoquée par une effraction extravasculaire de la noradrénaline ou un agoniste alpha lors d'une administration intraveineuse. Dans ce cas, l'agoniste provoque une ischémie des tissus au voisinage de la veine par vasoconstriction, que l'on peut stopper grâce à l'administration de la phentolamine. Donc, c'est le cas d'une ischémie iatrogène. On passe maintenant aux adrénolytiques bêta. Les bêta, ils empêchent l'action des catécholamines et les autres agents bêta-stimulants. Donc, les adrénolytiques bêta, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont empêcher l'action des catécholamines. Ou même, ils vont empêcher même les agents bêta-stimulants. Donc, ils vont les empêcher. Il s'agit d'antagonistes bêta. Il existe cependant quelques différences dans les effets antagonistes bêta qui peuvent être mis au compte de leur affinité respective pour les récepteurs bêta 1 et les récepteurs bêta. Donc, on a une certaine différence dans les effets antagonistes bêta. Maintenant, les effets stabilisateurs de membrane et de la membrane, et aux propriétés pharmaceutiques de chaque médicament. Donc, l'effet antagoniste partiel est intéressant pour que le blocage ne soit pas très intense. L'effet stabilisant de la membrane, à forte dose, il empêche l'entrée ou la sortie du sodium et du calcium. Donc, l'effet anesthésion et potentialisateur de anesthésion. Donc, il y a un effet anesthésion, où il va potentialiser l'effet anesthésion. Maintenant, par exemple, l'acébutolol a une sélectivité pour les bêta 1, où l'activité c'est un agoniste partiel. Ou pour les effets stabilisant la membrane, c'est positif. Donc, il stabilise la membrane. Sa demi-vie entre 3 à 4 heures, où la biodisponibilité c'est 50%. L'athénolol, donc il est sélectif pour les bêta 1. Il n'a pas d'affinité, c'est un agoniste partiel, ce n'est pas un agoniste partiel, il a une affinité pour le bêta 1 et le bêta 2. Sa demi-vie est entre 6 et 9 heures et sa biodisponibilité c'est 40%. Le métoprolol, il est sélectif pour les bêta 1 ou l'effet agoniste partiel مكاش. Par contre, il a un effet stabilisant la membrane, sa demi-vie entre 3 et 4 heures et sa biodisponibilité elle est de 50%. Pour le nadolol et le pendolol, propanolol, timolol, ils ont une affinité pour les bêta 1 et les bêta 2. Voilà. Pas uniquement pour les bêta 1. Donc, pour les bêta 1 et les bêta 2.
هنا من بينهم كامل عند البندولول هو برك اللي عند سي اغونيست بارسيال. Le nadolol et le timolol ما عندهمش effet stabilisant de la membrane. Par contre, le pendolol et le pranolol ont des effets stabilisants de la membrane. Ou le nadolol, sa demi-vie entre 14 à 24 heures, donc il a une demi-vie très longue et il a une biodisponibilité très faible. Bon, faible par rapport aux autres. Donc elle est de 33%. Par contre, le pendolol, c'est vraiment court sa demi-vie. Elle est en 3 et 4 heures. Et la biodisponibilité تاعو طالعة بزاف. عنده 90% sa biodisponibilité. Le propanolol entre 4 et 6 heures. Il a une biodisponibilité de 30%. Donc c'est ناقصة بزاف. Et le timolol entre 4 et 5 heures de demi-vie. Et sa biodisponibilité, elle est de 50%. Pour les effets sur le système cardiovasculaire, les bêta-bloquants diminuent la pression artérielle du sujet souffrant de l'hypertension artérielle. Alors, les mécanismes impliqués, on a les mécanismes cardiaques par effet inotrope négatif ou chronotrope. On a des mécanismes vasculaires par une vasodilatation secondaire au blocage des récepteurs bêta-2 adrénergiques. Et il a aussi des mécanismes autonomes par blocage du système nerveux ayant des conséquences sur le système rénine-angiotensine-aldostérone en bloquant les bêta-1 et des cellules de la rénine. Maintenant, les effets sur l'appareil respiratoire. On a le blocage du récepteur bêta-2. Donc, je dis une bronchoconstriction dangereuse chez le sujet asthmatique. D'un point de vue théorique, les bêta-1 sélectifs, comme l'acébutolol ou l'athénolol, devraient avoir moins d'effet de bronchoconstricteur. En pratique, une telle hypothèse s'avère souvent fausse, car la sélectivité n'est jamais absolue. La sélectivité, elle n'est jamais absolue. Il vaut mieux éviter toute utilisation des bêta bloquants chez le sujet asthmatique. Donc, on a des effets oculaires. Les bêta bloquants réduisent la pression intraoculaire chez les personnes souffrant du glaucome par diminution de la production d'humeur aqueuse. On a des effets métaboliques et endocriniens. Donc, les bêta bloquants inhibe la glycogénolyse hépatique, ce qui peut mener à une hypoglycémie aggravée chez les sujets diabétiques insulino-dépendants ou pancréatectomisés, c'est-à-dire qui n'ont pas de pancréas. Voilà. Et lors d'une réserve insuffisante en glucagon, c'est l'hormone hyperglycémiante. Les bêta-bloquants ont une augmentation de la concentration plasmatique en triglycérides, les VLDL, et diminution de la concentration en lipoprotéines, HDL. Les autres effets, ont un effet anesthésique local est possible par une action dite stabilisation membranaire due à un blocage localisé des canaux sodiques, les canaux à sodium. Cependant, cet effet est obtenu à des doses élevées par rapport à ce que nous utilisons habituellement en thérapeutique. On passe pour voir la pharmacologie clinique des adrénolytiques bêta. Donc, dans le cas des hypertensions artérielles, le médicament de choix dans le traitement de l'hypertension artérielle parce qu'il a une action indirecte, contrairement aux alpha-bloquants, qui ont des actions directes sur les vaisseaux, provoquant des hypotensions brutales. Ils peuvent être utilisés seuls. Dans d'autres cas, ils doivent être associés à un diurétique ou à un autre vasodilatateur. Donc, concernant le cas d'hypertension artérielle, donc le médicament de choix, c'est-à-dire l'idéal, c'est d'utiliser les adrénolytiques bêta.
Parce que les alpha-bloquants, ils peuvent avoir une action directe à les vaisseaux sanguins ou ils peuvent provoquer des hypotensions brutales, subitement, tabac la tension. Donc, c'est la raison pour laquelle on préfère utiliser les adrénolytiques bêta. Ou dans certains cas, ils sont utilisés seuls. Dans d'autres cas, ils sont utilisés en association avec les vasodilatateurs. Donc, en cas de cardiopathie ischémique, donc les bêta-bloquants réduisent le travail cardiaque et la consommation d'oxygène par le myocarde. Ils améliorent par conséquent les troubles d'effort dus à l'angine de poitrine. Certains travaux scientifiques font état d'une amélioration de la mortalité en cas d'infarctus du myocarde lors d'une administration prolongée des bêta-bloquants. On les introduit qu'après thrombolyse. Donc voilà, c'est concernant les cardiopathies ischémiques. Pour les troubles du rythme cardiaque, les bêta-bloquants sont efficaces dans le traitement des arythmies supraventriculaires et ventriculaires. Donc, les troubles cardiaques, c'est-à-dire dans les cas d'arythmie supraventriculaire et ventriculaire, donc les bêta-bloquants, ils sont efficaces. Les bêta-bloquants agissent sur ou bien par l'augmentation de la période réfractaire cardiaque. Donc, comment ils vont allonger avec la période réfractaire cardiaque, ce qui diminue les excitations en cas de flutter auriculaire et fibrillation. Ils sont efficaces aussi en cas d'extrasystole et de foyer ectopique excitabilité ventriculaire secondaire aux effets des catécholamines. Donc, ils sont efficaces même dans ces cas-là. Dans le cas d'une excitabilité ventriculaire, l'excitabilité ventriculaire c'est les effets des catécholamines. Quel que soit le trouble, après l'administration des bêta-bloquants, l'arythmie se transforme en rythme sinusal. Pour le glaucome, c'est-à-dire augmentation de la pression intraoculaire, le timolol en goutte ophtalmo abaisse la pression intraoculaire. Donc, le timolol يهبط la pression intraoculaire par diminution de la production de l'humeur aqueuse par le corps ciliaire du fait d'une action via un blocage de l'AMP cyclique. L'efficacité du timolol comparée à la pilocarpine semblait équivalente dans le glaucome à angle ouvert. Avec le glaucome à angle ouvert, c'est un type de glaucome. Cependant, les effets indésirables cardiaques et bronchiques ont été observés chez certains malades traités au timolol intraoculaire. Donc, certains patients, ils mettent le timolol comme traitement du glaucome. On a observé des effets secondaires cardiaques et même bronchiques. Donc, c'est la raison pour laquelle le timolol n'est pas recommandé, ou bien il faut pas oublier de recommander aux malades de faire une pression digitale sur l'angle interne de l'œil lors de l'administration de ce médicament. Alors, le glaucome à angle ouvert, le passage est restreint, mais n'est pas fermé, contrairement au glaucome à angle fermé. Donc, c'est les deux types du glaucome, où le passage est complètement fermé. Ce dernier nécessite une chirurgie avant l'administration des bêta-bloquants. Donc, à angle fermé, donc le passage est fermé, mais parce que l'angle est fermé complètement, contrairement au glaucome à angle ouvert. Maintenant, en cas d'hyperthyroïdie. Dans l'hyperthyroïdie, l'activité adrénergique est importante, particulièrement sur le cœur. Le propranolol agit en bloquant les récepteurs adrénergiques et probablement aussi par un blocage de la reconversion périphérique de la thyroxine en triiodothyronine.
thyronine. Donc, dans le cas d'hyperthyroïdie, l'activité les catécholamines, l'adrénaline, elle est importante, surtout à le cœur, نشوفوها. Donc, le propanolol, il va bloquer les récepteurs adrénergiques, il bloque. Du coup, mais quelle stimulation les catécholamines. Les catécholamines, mais ils aller les récepteurs. Donc, il va, le propanolol, il bloque les récepteurs. Et même des fois, il peut bloquer la reconversion périphérique, mais la thyroxine, genre, تبدل وتولي لنا triiodothyronine. Maintenant, pour les troubles neurologiques. Donc, le propanolol a prouvé son efficacité dans le traitement de la migraine, dans le traitement aussi des tremblements musculaires, les manifestations somatiques, des états d'anxiété, mais le mécanisme d'action n'a pas été encore bien élucidé. Donc, on n'a pas vraiment des données sur le mécanisme d'action du propanolol dans ces cas-là. Voilà. On passe aux intoxications au bêta-bloquants. À côté des effets relativement rares, la fièvre, éruption cutanée, il y a des effets sur le système nerveux central. Donc la fatigue, la somnolence, plutôt les insomnies et les états dépressifs. Donc non seulement les bêta-bloquants ils rarement des fièvres, des fois des éruptions cutanées, mais le plus souvent, c'est-à-dire ce qu'on a remarqué le plus souvent, il y a des fatigues, des insomnies et des états dépressifs, c'est-à-dire des effets indésirables sur le système nerveux central. Les bêta-bloquants non sélectifs, donc qu'est-ce qu'ils ont des effets? Ils peuvent aggraver l'état asthmatique et les syndromes obstructifs bronchiolaires. Ils dépriment l'excitabilité et la contractilité cardiaque. Ils doivent être utilisés avec précaution en cas d'infarctus de myocarde et d'insuffisance cardiaque compensée. Donc, elle dit concernant les effets, concernant les bêta-bloquants non sélectifs. Il a été rapporté des accidents d'insuffisance cardiaque lors d'emploi de faibles doses de propanolol chez certains individus. Donc, il existe-t-il une sensibilité particulière à la drogue chez certaines personnes? Peut-être certaines personnes, mais la substance. Donc, les bêta-bloquants présentent des interactions avec les anticalciques comme le verapamil, l'idéalna, la bradycardie, hypotension, troubles de la conduction intracardiaque, insuffisance cardiaque ont été rapportés. Donc attention, il faut faire attention à l'association du timolol intraoculaire et le verapamil oral. Donc il faut faire très attention. Donc le médecin est-ce que vous êtes en train est-ce que le patient est en train de prendre d'autres médicaments? Ne jamais interrompre brusquement un traitement chronique au bêta-bloquant. Risque d'aggravation des affections ischémiques cardiaques. Les bêta-bloquants sont responsables d'accidents hypoglycémiques chez le sujet diabétique, insulinodépendant. Donc il faut bien ajuster la dose de l'insuline. Il faut aussi retenir que les bêta-bloquants peuvent masquer les signes d'une hyperthyroïdie. Voilà, donc ça peut masquer, c'est la raison pour laquelle des bilans ou faut faire visite, c'est-à-dire le médecin laisse يكون vigilant ou يدير له le bilan complet. Les médicaments hypertenseurs par effet sur le système nerveux autonome. Donc les sympatholytiques à action centrale, le méthyldopa et la clonidine. Ils réduisent le flux sympathique provenant des centres vasopresseurs du tronc cérébral. La méthyldopa, elle va être transformée en alpha-méthylnoradrénaline. Cette dernière, alpha-méthylnoradrénaline, va stimuler les centres adrénergiques. Elle va les stimuler au niveau central.
et intervient comme faux transmetteur. Donc, elle sera libérée à la place de la noradrénaline, à la partie périphérique. La clonidine, elle possède une action hypotensive en agissant sur les récepteurs alpha-2 centraux. Ganglioplégique. Alors, le trimétaphon bloque la molécule, elle bloque les récepteurs cholinergiques du type nicotinique des ganglions sympathiques et parasympathiques. En plus, il a été prouvé récemment que les ganglioplégiques bloquent aussi directement les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine à la manière des bloqueurs de la plaque neuromusculaire. عندنا la molécule اللي هي le trimétaphon est administré par voie intraveineuse en neurochirurgie pour provoquer des hypotensions contrôlées lors des interventions. Donc, elle est en cas de la neurochirurgie pour provoquer des hypertensions. À part cette indication, il a été abandonné dans le traitement ambulatoire de l'HTA. Donc, le médicament, نخليوه غير في l'indication تاع la neurochirurgie. À part ça, ما نخدموش به في l'HTA. علاه parce que à cause des effets gravismes de la sympatologie. Donc, on a une hypotension orthostatique grave, une hypotension orthostatique grave, des troubles de la lipido, d'une part, et de la parasympatoplégie, et la constipation, rétention urinaire, les accidents glucomateux, la sécheresse de la bouche et une vision floue, elle est d'un autre côté. Donc, des effets sur la sympatoplégie et la parasympatoplégie. Donc, les ganglions plégiques ont un apport avantage, inconvénient, peu favorable pour l'utilisation répandue. Maintenant, pour les bloqueurs de neurones adrénergiques. Exemple, la ganétidine. La ganétidine, elle va déplacer la noradrénaline de ses sites de stockage dans les terminaisons nerveuses adrénergiques, provoquant une sympathectomie pharmacologique, donc une hypotension orthostatique grave au repos et lors d'efforts, des diarrhées, des troubles de l'éjaculation. Donc, la ganétidine, elle déplace la noradrénaline. La noradrénaline, on a dans des vésicules de stockage, la fibre, la présynaptique, la fibre postsynaptique, pardon, et la terminaison nerveuse. Donc, la ganétidine, elle va les déplacer, genre, stimuler, la noradrénaline, avec la noradrénaline, et du coup, on a une hypotension orthostatique grave, des diarrhées et des troubles de l'éjaculation. Maintenant, la réserpine. La réserpine, elle bloque la reprise des catécholamines par les vésicules de stockage des amines biogènes. Donc, on pense que les mécanismes de blocage de la reprise uptake dépendent d'une action sur le magnésium et de l'ATP. La déplétion en noradrénaline, en dopamine, en sérotonine a lieu dans les neurones périphériques et au niveau du système nerveux central. La réserpine est considérée comme un antihypertenseur efficace et relativement dans le traitement de l'hypertension artérielle légère à modérée. Ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas de la ganétidine, donc qui n'est pas vraiment efficace comme la réserpine. Et là, on est terminé avec le cours des sympatholytiques, donc on va passer au prochain cours.